Une phrase tombe net, la peur ne commande plus. Il affirme qu'une idée survit au bal, que le pouvoir ne tient pas dans un corps et que l'élimination d'un homme ne suffit plus à briser l'élan. Qu'est-ce que cela change pour vous quand Ibrahim Traoré insiste sur la dignité, la fin du silence et la conviction que des voix naîtront même s'ils tombent? Burkina Faso se réveille sans retour. Ce récit promet d'expliquer pourquoi un discours, tenu dans un contexte de menaces ouvertes, dépasse le registre symbolique pour produire des effets politiques réels et mesurables. En suivant le fil des déclarations et de leur résonance, il devient possible de comprendre comment une parole transforme la peur en ressource collective. L'enjeu est clair: savoir si une nation peut déplacer le centre de gravité du pouvoir d'un individu exposé vers une communauté consciente. Cette bascule n'est pas abstraite car elle touche la sécurité, l'économie, la légitimité institutionnelle et la place du pays dans son environnement régional. Pour les citoyens, la question est celle du coût immédiat et du bénéfice différé de la dignité assumée. Pour les acteurs extérieurs, elle interroge la stabilité d'un modèle fondé sur la dépendance et l'obéissance tacite. Ce qui se joue ici n'est donc pas un simple affrontement rhétorique, mais une redéfinition des règles implicites. En quelques minutes, un message affirme qu'une idée peut survivre à la disparition d'un homme et renverser une logique vieille de plusieurs dizaines d'années. Ce basculement rompt avec un schéma répété où l'élimination d'un leader suffisait à disperser un mouvement et à rétablir l'ordre par la peur. Pour comprendre cette portée, il faut replacer la déclaration dans une histoire longue. Pendant des décennies, le pouvoir d'État en Afrique de l'Ouest a souvent été personnifié. Un visage, un uniforme, un palais. Le message implicite était simple, presque mécanique: contrôler l'homme, contrôler le pays. Cette idée a structuré des alliances, des interventions et des sanctions, en pariant sur la fragilité individuelle plutôt que sur la conscience collective. Ibrahim Traoré s'inscrit en rupture avec ce récit. Il ne se présente pas comme une exception héroïque, mais comme un produit d'une accumulation de résistance, de frustration et de refus silencieux. La parole insiste sur une continuité. Des générations qui ont subi, appris, puis cessé de croire que l'obéissance garantissait la sécurité. Ce déplacement est crucial, car il transforme un risque personnel en enjeu partagé. Le contexte burkinabé amplifie cet effet. Les menaces, l'isolement et la pression extérieure servent de toile de fond à une affirmation centrale: la peur ne fonctionne que si chacun se croit seul. En la nommant, le discours prétend la désactiver. Le mini-révélateur n'est donc pas la provocation, mais l'idée que le centre du pouvoir se déplace, lentement mais visiblement, d'un individu exposé vers une multitude consciente. Pour rendre ce basculement concret, le discours s'appuie sur des figures ordinaires qui servent de personnages guides implicites. Il évoque la mère qui nourrit ses enfants avec presque rien, le soldat qui protège le territoire avec des moyens limités et le jeune qui refuse un avenir dicté par la dépendance. Ces silhouettes ne sont pas décoratives. Elles incarnent les premiers récepteurs de la parole et en deviennent les vecteurs. L'impact précoce se lit dans la manière dont ces rôles sont redéfinis. Le soldat n'est plus seulement un exécutant soumis à une chaîne de commandement, mais un citoyen en armes qui choisit le pays plutôt que l'argent. La mère n'est plus une victime silencieuse, mais la preuve vivante que la survie quotidienne forge une endurance politique. Le jeune, enfin, cesse d'être décrit comme un problème migratoire pour devenir une ressource de transformation interne. Ibrahim Traoré s'insère dans cette galerie non comme un sauveur isolé, mais comme un point de convergence temporaire. Il parle au nom de ces figures et surtout affirme qu'elles continueront sans lui. L'effet immédiat n'est pas la résolution des crises, mais un changement de perception. La dignité cesse d'être un slogan abstrait et devient une pratique partagée.
En clair, quand des rôles ordinaires changent, le pouvoir change aussi. Avant cette prise de parole, la situation était marquée par un enchaînement familier. Les menaces extérieures existaient déjà, la pression diplomatique se faisait sentir, et l'idée dominante restait que toute instabilité pouvait être contenue par la peur ou par l'élimination ciblée d'un dirigeant. Le rapport de force reposait sur l'anticipation d'un effondrement rapide dès que le sommet vacillerait. Dans ce cadre, le silence ou la prudence stratégique étaient souvent présentés comme des choix rationnels. Puis vient le moment de rupture. Le discours s'active comme un déclencheur, non par des annonces techniques, mais par une inversion du langage. Il affirme publiquement que la mort éventuelle d'un homme n'arrêterait rien et que le mouvement ne dépend plus d'un corps, mais d'une compréhension partagée. Cette déclaration n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une séquence où les mots sont choisis pour anticiper l'attaque, la désamorcer symboliquement et en neutraliser l'effet attendu. La peur est nommée, détaillée, puis rejetée comme outil de gouvernance. Le point culminant de cette séquence réside dans l'appel explicite à l'unité. Civils et militaires sont décrits comme un même ensemble, refusant la division longtemps exploitée comme levier de contrôle. Cette articulation est centrale. Elle transforme une tension latente en affirmation collective où chaque groupe se reconnaît dans l'autre. Le discours ne promet pas la facilité, mais il redéfinit le coût du retour en arrière comme plus élevé que celui de l'avancée. À cet instant, la narration passe d'une défense réactive à une posture assumée et assumée. Les répercussions immédiates apparaissent ensuite comme des ondes successives. Sur le plan intérieur, la parole renforce l'idée que la loyauté ne s'achète plus uniquement par des avantages matériels, mais par un sentiment de participation à quelque chose de plus large. Sur le plan symbolique, elle réduit l'efficacité des menaces futures, en affirmant qu'elles sont déjà intégrées dans le calcul collectif. Le message n'est pas que le pays est invulnérable, mais qu'il est préparé psychologiquement à encaisser. Ibrahim Traoré occupe ici une position charnière. Il se place volontairement dans la continuité d'un processus plutôt qu'au centre d'un culte personnel. En parlant de sa propre fin possible, il retire à l'adversité un scénario clé, celui de la décapitation décisive. Cette stratégie discursive agit comme un amortisseur. Elle limite l'effet de choc et redistribue la responsabilité vers la base, présentée comme déjà consciente et organisée. La phase de rémanence commence alors. Les mots continuent de circuler après le discours, repris, commentés, interprétés. Ils nourrissent une idée persistante. La trajectoire engagée ne dépend plus d'un événement unique, mais d'une série de choix quotidiens. Ce n'est plus seulement une déclaration, mais un cadre de lecture pour les semaines et les mois à venir. La chronologie ne s'arrête pas à l'instant du discours. Elle s'étire dans le temps, transformant un moment de tension en référence durable. Au point de départ, le cadre est connu. Pendant des années, la peur a fonctionné comme une variable centrale de gouvernement. Le point de départ était simple et répétitif: menaces, isolement, sanctions ou promesses conditionnelles suffisaient souvent à fragmenter la société, à décourager la prise de risque collective et à ramener chacun à une logique de survie individuelle. Dans ce modèle, la stabilité apparente reposait moins sur l'adhésion que sur l'anticipation de pertes jugées insupportables. Le discours opère un déplacement mesurable, même sans statistiques chiffrées explicites. La première variation tient au langage employé pour nommer la peur. Elle n'est plus implicite, mais décrite, listée et retournée contre ceux qui l'utilisent. Cette mise à nu modifie la perception du coût. Là où la peur augmentait auparavant le prix de la désobéissance, elle est désormais présentée comme une donnée déjà payée par le passé. L'écart n'est donc pas économique au sens strict, mais psychologique. La peur cesse d'être un futur hypothétique et devient un passé
Un second indicateur apparaît dans la redistribution du rôle de la violence. Au départ, on supposait qu'une supériorité militaire ou financière suffisait à imposer un résultat. Le discours affirme l'inverse. Les armes et l'argent ont une efficacité limitée face à une conscience collective éveillée. Cette comparaison agit comme une proportion implicite. D'un côté, des moyens matériels coûteux et renouvelables. De l'autre, une conviction présentée comme non négociable et autoreproductible. Le changement réside dans l'asymétrie revendiquée. Ce qui était perçu comme faible devient, par accumulation, plus résistant que ce qui semblait fort. Un troisième élément quantifiable, bien que formulé qualitativement, concerne l'échelle humaine. Le discours oppose un individu unique à une multitude. Dans l'ancien schéma, le pouvoir personnalisé reposait sur un centre identifiable. La variation introduite insiste sur la multiplication des porteurs de sens. Quand un message affirme qu'une disparition produirait non pas un vide, mais des millions de relais symboliques, il propose une croissance non linéaire. Cette logique suggère un effet de réseau. Plus la tentative de répression est forte, plus la diffusion de l'idée s'élargit. Ibrahim Traoré utilise ces bascules comme preuves indirectes. Il ne cite pas de graphique ni de pourcentage, mais il structure son propos comme une démonstration. Chaque affirmation répond à une hypothèse ancienne et la renverse. Si la peur devait isoler, elle est décrite comme un facteur d'unité. Si la mort devait réduire au silence, elle est présentée comme un amplificateur de voix. Le raisonnement suit une séquence claire. Identifier la variable dominante, montrer son épuisement, puis proposer une nouvelle équation collective. La force de cette approche réside dans sa cohérence interne. Les mesures ne sont pas comptables, mais observables dans les comportements évoqués. Soldats choisissant la nation, civils refusant la division, jeunes rejetant l'idée que la pauvreté serait une fatalité. Chaque exemple fonctionne comme une donnée qualitative venant confirmer l'écart annoncé. Le discours suggère ainsi que le seuil critique a été franchi. Le coût du retour à l'obéissance serait désormais supérieur à celui de la poursuite du changement. En l'absence de chiffres officiels, ces preuves reposent sur une logique comparative. Avant, la peur structurait l'action. Après, elle est intégrée et neutralisée. Ce glissement, répété à plusieurs niveaux, constitue l'argument central. Même sans tableau ni indicateur, le mouvement décrit se veut mesurable dans ses effets cumulés sur les attitudes et les choix. Les critiques les plus solides avancent d'abord un argument de stabilité. Selon eux, transformer un discours de résistance en principe fondateur comporte un risque immédiat, celui d'exposer la population à des sanctions accrues, à l'isolement diplomatique et à une pression économique difficilement soutenable. Dans cette lecture, la prudence et le compromis seraient des outils rationnels permettant de préserver l'essentiel en attendant des conditions plus favorables. La priorité devrait rester la survie matérielle, même au prix d'une autonomie politique limitée. Un second argument met en avant la personnalisation du message. Même si la parole insiste sur l'idée plutôt que sur l'homme, elle demeure portée par une figure centrale. Les sceptiques estiment que cette focalisation peut créer une dépendance symbolique dangereuse. En cas de disparition ou de marginalisation du leader, la cohésion pourrait se fissurer, révélant des lignes de fracture latentes entre groupes civils, militaires ou régionaux. L'histoire récente offre de nombreux exemples où l'élan initial s'est dissipé faute de structure solide. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Elles reposent sur des précédents réels et sur une analyse des coûts à court terme. Cependant, la réponse implicite du discours consiste précisément à déplacer ces deux points faibles. Sur la question de la stabilité, il renverse la temporalité. La dépendance prolongée est présentée comme plus coûteuse que la confrontation assumée car elle accumule des pertes invisibles: dignité,
confiance interne et capacité d'initiative. Le raisonnement suggère que l'illusion de sécurité obtenue par la soumission reporte simplement la crise sans jamais la résoudre. Concernant la personnalisation, la stratégie est de dilution volontaire. Ibrahim Traoré insiste sur la multiplicité des porteurs de sens et sur la continuité au-delà de sa propre personne. En affirmant que la disparition d'un individu engendrerait une prolifération de voix plutôt qu'un vide, le message tente de neutraliser le risque de décapitation symbolique. Il ne nie pas l'existence d'un leadership, mais le redéfinit comme transitoire et reproductible. La force de cette réponse tient dans sa cohérence interne. Elle n'élimine pas les risques, non, mais les compare à ceux d'un statu quo présenté comme déjà destructeur. Le débat n'est donc pas entre sécurité et danger, mais entre deux types d'incertitude. L'une est connue et prolongée, l'autre est assumée comme condition de transformation. C'est dans cette comparaison que le discours cherche à convaincre, non par promesse de facilité, mais par choix entre des coûts jugés inévitables. Ce point marque un basculement discret mais décisif dans le raisonnement développé jusque-là. Jusqu'ici, la parole semblait surtout défensive, cherchant à neutraliser la peur et à désamorcer les menaces. À ce stade, elle affirme autre chose. La transformation n'est plus hypothétique, elle est en cours. Le pouvoir n'est plus situé uniquement dans l'appareil d'État ni dans la figure du dirigeant, mais dans une compréhension partagée qui circule déjà parmi les citoyens. Ce changement de focale redéfinit la lecture des événements. Les pressions extérieures, les tentatives de division ou les scénarios de déstabilisation ne sont plus présentés comme des facteurs décisifs, mais comme des réactions à un déplacement déjà opéré. Autrement dit, l'initiative n'est plus perçue comme venant de l'extérieur, mais de l'intérieur même de la société. Cette inversion est centrale, car elle transforme la posture collective. Il ne s'agit plus de résister à quelque chose, mais de poursuivre un mouvement amorcé. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un révélateur plutôt que comme un moteur unique. Sa parole sert à rendre visible une dynamique latente, à lui donner un langage commun et une direction lisible. Le message implicite est clair. Même en l'absence de décisions spectaculaires ou de victoires immédiates, le seuil psychologique a été franchi. La question n'est donc plus de savoir si le changement peut commencer, mais comment il va se structurer et se maintenir dans le temps. Les effets cernés concrets de ce déplacement se lisent différemment selon les groupes concernés, mais ils convergent vers une même transformation des attentes et des comportements. Pour l'État d'abord, la conséquence immédiate n'est pas une puissance accrue, mais une contrainte nouvelle. Gouverner au nom de la dignité oblige à une cohérence plus forte entre parole et action. Les décisions ne peuvent plus s'abriter durablement derrière la peur ou l'urgence sécuritaire. Chaque compromis, chaque accord extérieur est désormais évalué à l'aune d'une promesse publique, celle de ne plus s'agenouiller. Cette exigence réduit la marge de manœuvre tactique à court terme, mais elle renforce une légitimité interne fondée sur la transparence et la responsabilité. Pour les entreprises et les acteurs économiques, la bascule est plus ambivalente. À court terme, l'incertitude augmente. Les partenaires habitués à des arrangements prévisibles peuvent hésiter et certains flux peuvent se ralentir. Mais en parallèle, un autre signal apparaît. Lorsque le discours affirme que les ressources doivent servir d'abord la population, il redéfinit implicitement les règles du jeu. Les acteurs locaux sont encouragés à investir, non plus dans l'attente d'une protection extérieure, mais dans une stabilité construite de l'intérieur. Cette logique privilégie la valeur ajoutée locale et la durée, au détriment de gains rapides mais fragiles. La conséquence n'est pas immédiate, mais elle modifie l'horizon de décision. Du côté des citoyens, l'impact est le plus visible et le plus diffus. La parole ne promet pas une amélioration matérielle rapide. Elle propose autre chose,
un changement de posture. Le discours affirme que la pauvreté n'est pas une fatalité individuelle, mais le produit d'un système. Cette redéfinition déplace la honte vers la critique et transforme la résignation en questionnement. Pour beaucoup, cela ne se traduit pas par une action spectaculaire, mais par une accumulation de micro-choix. Refuser certaines divisions, soutenir des initiatives locales, ou simplement cesser de considérer l'exil comme l'unique issue. La conséquence principale est psychologique, mais ses effets s'additionnent. À l'échelle régionale, enfin, le message agit comme un signal observé de près. Dans un espace où les changements de pouvoir ont souvent été neutralisés par l'isolement ou la fragmentation, l'affirmation d'une continuité collective introduit une variable nouvelle. Elle suggère que la pression extérieure pourrait produire des effets inverses à ceux attendus, en renforçant la solidarité interne. Cette hypothèse inquiète autant qu'elle inspire, car elle remet en cause un mode de gestion régional fondé sur la dissuasion et la dépendance. Ibrahim Traoré se situe au croisement de ces conséquences. Il n'est pas présenté comme le bénéficiaire principal, mais comme l'interface entre ces niveaux. Sa parole relie l'État, l'économie, la société et la région dans un même récit. Le résultat n'est pas une victoire nette, mais une clarification des lignes de force. Chaque acteur comprend mieux ce qu'il risque et ce qu'il peut espérer. La conséquence la plus durable pourrait être celle-ci. Une fois que les coûts et les bénéfices sont reformulés publiquement, il devient difficile de revenir à l'ambiguïté d'avant. Même sans changement immédiat de conditions matérielles, le cadre de référence a bougé. Et ce déplacement, partagé par plusieurs groupes à la fois, crée une inertie nouvelle, plus lente mais plus résistante. Le premier scénario, dit de base, suppose une continuité sous tension. Si les rapports actuels se maintiennent, la trajectoire engagée se traduit par des ajustements progressifs plutôt que par des ruptures spectaculaires. Les pressions extérieures persistent, mais leur efficacité diminue à mesure que la population intègre l'idée que le coût du recul serait plus élevé que celui de l'endurance. Dans ce cadre, l'État avance prudemment, l'économie s'adapte par essais successifs et la société consolide une confiance encore fragile. Le changement est réel mais lent et chaque pas en avant reste conditionné par la capacité à maintenir l'unité interne. Le scénario optimiste repose sur une consolidation plus rapide de cette dynamique. Si la cohérence entre discours et décision se renforce, la crédibilité interne augmente, ce qui peut attirer des partenariats plus équilibrés et encourager l'investissement local. La perception régionale évolue également. Un pays capable d'assumer ses choix sans implosion devient un point de référence, voire un précédent. Dans cette hypothèse, la dignité affichée cesse d'être seulement symbolique et commence à produire des marges de manœuvre concrètes, notamment dans la négociation et la coopération sélective. Le scénario le plus défavorable envisage une montée des contraintes. Si les pressions s'intensifient sans relais institutionnel suffisant, la fatigue sociale peut apparaître. L'unité affichée pourrait être mise à l'épreuve par des difficultés matérielles prolongées. Dans ce cas, le risque n'est pas l'effondrement immédiat, mais l'érosion progressive de la confiance, ouvrant la voie à des divisions opportunistes. Le discours resterait présent, mais sa traduction pratique deviendrait plus contestée. Ces trois trajectoires partagent un point commun: aucune ne garantit la facilité. Elles diffèrent par la manière dont les coûts sont répartis dans le temps et par la capacité collective à les accepter. La recommandation implicite n'est donc pas de choisir un scénario, mais d'adopter une grille de lecture conditionnelle. Si la cohérence est maintenue, alors les marges s'élargissent. Si elles se fissurent, alors les contraintes dominent. La question centrale devient celle de la constance plutôt que celle de la victoire rapide. À ce stade, le discours cesse d'être seulement observé de l'extérieur et commence à toucher directement différents profils de spectateurs. Pour un premier groupe,
Celui qui suit l'actualité surtout par souci de stabilité personnelle, l'enjeu devient intime. La question n'est plus abstraite. Elle consiste à se demander jusqu'où accepter un confort fragile si celui-ci repose sur la peur et la dépendance. Le message ne force pas une réponse immédiate, mais il invite à comparer deux formes de coût, celui de l'adaptation silencieuse et celui d'une prise de position assumée. Un second groupe plus engagé dans la vie économique ou associative perçoit autre chose. Le discours suggère que l'initiative ne vient pas uniquement d'en haut. Il valorise les décisions quotidiennes, modestes mais cumulatives. Investir localement, refuser certaines pratiques de division ou soutenir des projets collectifs devient une manière concrète de participer sans attendre des changements spectaculaires. L'impact ici est pragmatique. Il ne promet pas des résultats rapides, mais il redonne du sens à des actions souvent perçues comme isolées ou inefficaces. Pour un troisième groupe, notamment les plus jeunes ou ceux qui envisagent l'exil comme unique horizon, la parole agit comme un miroir. Elle ne nie pas les difficultés matérielles, mais elle remet en cause l'idée que la valeur personnelle dépendrait d'une reconnaissance extérieure. Ce déplacement va lui pas subtil mais puissant. Il ne commande pas de rester ou de partir, mais il propose une autre lecture de la réussite et de l'échec. Le spectateur est invité à se voir comme acteur potentiel d'un changement lent, plutôt que comme simple victime d'un système figé. Deux pistes simples émergent alors. La première consiste à observer ses propres choix sous l'angle de la peur ou de la dignité. La seconde invite à identifier dans son environnement immédiat les espaces où une coopération locale est peu possible, même limitée. Le discours ne dicte pas un comportement uniforme. Il ouvre un espace de réflexion où chacun peut situer sa responsabilité sans héroïsme forcé. C'est précisément dans cette appropriation individuelle, silencieuse et répétée, que le message cherche à s'enraciner durablement. Le chemin vers un avenir autonome et respecté passe par plusieurs étapes clés, chacune d'entre elles nécessitant une mobilisation collective. La première étape consiste à renforcer l'unité interne, à créer des espaces de dialogue où chaque groupe peut exprimer ses attentes et ses défis. Cela nécessite des mécanismes de gouvernance plus transparents où l'engagement de l'État ne se limite pas à des promesses, mais se traduit par des actions visibles, soutenues et mesurables. La deuxième étape est de développer des initiatives économiques locales, réduisant ainsi la dépendance aux acteurs extérieurs. Ces initiatives ne doivent pas être vues comme un substitut aux partenariats internationaux, mais comme un complément qui renforce la souveraineté économique. Les acteurs locaux doivent être encouragés à investir dans des projets durables qui profitent directement à la communauté, créant ainsi un cercle vertueux de prospérité partagée. Troisièmement, il s'agit de promouvoir l'éducation et la formation pour préparer les jeunes générations à ces nouveaux rôles. Il est crucial que l'éducation ne soit pas seulement une transmission de savoir, mais une véritable préparation à l'action citoyenne. Les jeunes doivent être équipés non seulement de compétences techniques, mais aussi d'une vision claire de ce que signifie être un acteur du changement. Cela inclut une forte conscience politique et un engagement envers les valeurs de dignité, de solidarité et de justice. Enfin, la dernière étape consiste à maintenir un dialogue constant avec les acteurs régionaux et internationaux. La solidarité régionale est essentielle pour garantir une stabilité durable. Le Burkina Faso, dans cette perspective, doit non seulement être un modèle pour d'autres, mais aussi une voix forte dans la définition des nouvelles règles de gouvernance régionale. Cela passe par une diplomatie active où les intérêts nationaux sont défendus sans isolationnisme, mais avec la ferme conviction que la coopération doit être mutuellement bénéfique. Chaque étape est liée aux autres et nécessite une continuité de l'engagement.
Aucun élément ne peut être vu comme une solution unique. Il s'agit d'une approche globale, cohérente et progressive où chaque acteur joue un rôle fondamental. Le chemin vers l'avenir est semé d'embûches, mais chaque obstacle surmonté renforce la légitimité du processus. Et plus cette légitimité grandit, plus les capacités de résistance et d'adaptation augmentent. L'instant de vérité approche et le pays se dresse non plus comme un simple spectateur, mais comme un acteur. Dans chaque village, dans chaque ville, cette idée prend racine. Le message d'Ibrahim Traoré, qui semblait une simple déclaration en temps de crise, devient désormais un principe fondateur. À travers ces paroles, une nouvelle identité s'est forgée, celle d'un peuple qui refuse de se soumettre, qui choisit de se tenir debout, même dans l'adversité. Les moments difficiles ne sont pas terminés, mais le pays a déjà franchi un seuil. Ce n'est pas la fin de la souffrance, mais le début d'une nouvelle ère où l'on cesse de croire que la résignation est la seule issue. Le courage, l'unité et la dignité sont désormais les pierres angulaires de ce changement. Les efforts quotidiens, aussi petits soient-ils, deviennent significatifs. Et chaque personne qui choisit de vivre selon ses valeurs devient un maillon indispensable de cette transformation. C'est ici que tout se rejoint. Le chemin, bien que semé d'embûches, est désormais balisé. Et même dans les moments les plus sombres, il y a cette conviction persistante. Burkina Faso ne reviendra pas en arrière. Il est temps pour chacun de décider. Le futur du Burkina Faso, celui que nous aspirons à bâtir, ne réside pas seulement dans les décisions prises par quelques-uns, mais dans les actions quotidiennes de tous. Ce n'est pas une lutte qui se termine par un seul acte héroïque, mais un processus continu où chaque engagement compte. Si vous croyez en un avenir où la dignité et la solidarité sont les moteurs du changement, rejoignez ce mouvement dans vos propres actions, dans votre propre communauté. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire des choix, de changer de perspective. Peut-être que vous avez encore des doutes, des questions. Mais une chose est claire, ce changement, il est à portée de main et il commence par nous tous. Alors, quelle sera votre prochaine action? Burkina Faso ne se reconstruira pas sans vous, sans nous. Vous êtes l'avenir. Ensemble, nous avançons.